Alors, re-bienvenue à toutes et à tous donc en cet après-midi de précarité et Covid-19. Donc, on commence avec Jérôme Widver, hein, qui est professeur en sciences économiques à l'Institut de santé publique et qui va donc aborder un sujet ô combien chaud. Donc, c'est l'économie, précarité économique et Covid-19. Donc, on aura ensuite un espace de discussion, hein, assez long. Et puis, on complétera donc l'après-midi par les réponses institutionnelles et associatives avant la synthèse de la fin d'après-midi. Donc, Jérôme, merci beaucoup pour ta participation et donc la parole est à toi. Jérôme, il m'a l'air tout figé là sur la… Allô? Ouais, je sais pas si On a encore on perdu… le voit connecté, mais Oui, mais je crois que la… ah, il revient. Je vous avais perdu quelques secondes. Voilà, donc on a perdu ta présentation par contre. Je pense la remets. que tu repartages le… Voilà, on la voit. Merci Jérôme. Très bien. Merci, bonjour à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très, très heureux de pouvoir donner quelques éléments de contexte sur les liens entre précarité économique et Covid-19. Alors, un préalable tout d'abord sur le contenu de ma présentation. Donc, ce matin, ça a été très bien dit par Simone Matoulin qu'il y avait un peu 3 niveaux quand on s'intéressait aux questions de santé publique et de précarité, la connaissance, l'observation d'une part, la compréhension et dans un dernier temps, l'action. Alors ici, je vais rester sur un niveau connaissance, hein, c'est-à-dire je ne vais pas du tout rentrer sur les questions d'intervention comme ça a pu être très bien fait ce matin. Je vais rester à un niveau de description, hein, de connaissance de ce qu'on connaît sur les liens entre précarité économique et Covid-19. Ça, c'est le premier préalable. Le second préalable, c'est que je vais vous présenter des données connues d'ailleurs, hein, je suis sûr que certains d'entre vous les connaissent pour partie, des données publiques tirées de données administratives ou de données d'enquête. Donc on va être sur des informations très macroéconomiques, hein, venues du haut d'une certaine façon. Donc on sait très bien qu'on va pouvoir, grâce à ces données, identifier, mesurer un certain gradient social, mais qu'une partie de la population qui nous intéresse, qui vous intéresse, la population très précaire, évidemment, va échapper à cette statistique publique. Alors, je ferai quand même un petit focus sur un travail personnel mené avec une équipe de recherche ici à Bordeaux et à Paris, s'intéressant à décrire la population des migrants sans papier pour dépasser les limites justement de la statistique publique. Donc ça, c'est les deux préalables. Alors, je vais en venir maintenant rapidement au plan de ma présentation. D'abord par un nouveau préalable que j'aime bien faire, que vous avez peut-être déjà vu, très rapidement. Et puis, je traiterai des deux sens de causalité que vous avez sans doute tous un petit peu en tête. Le lien entre la précarité, et plus précisément la précarité économique, et la vulnérabilité face à la maladie. Et dans un deuxième temps, un lien qui inquiète beaucoup, c'est le lien entre le choc économique et l'accentuation de la précarité. C'est-à-dire quel effet le choc économique va pouvoir avoir, a déjà eu, sur la vulnérabilité économique ou sur la précarité économique. Donc, je vais essayer de m'intéresser à ces deux questions, même si, bien entendu, sur ces deux questions, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'inconnus. Il y a aussi beaucoup de travaux en cours que je ne connais pas tous. Donc, les éléments d'information que je vais vous donner sont certainement très parcellaires par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ça va vous permettre quand même de vous donner quelques éléments d'information et quelques références si vous souhaitez un petit peu creuser ces questions. Alors, on l'a évoqué à la fin de la présentation de ce matin de Stéphanie Van den Toren, qui a parlé des limites des données accessibles et des capacités qu'on a à évaluer un gradient social en termes de vulnérabilité face à la maladie. Elle a évoqué cette question-là. C'est une vraie question. C'est une question qui concerne les données de santé, hein, le fait qu'elles soient faiblement ou imparfaitement corrélées à des évaluations individuelles de la situation économique et sociale. Mais aussi, on manque en France de panels représentatifs avec un questionnement très large sur la situation individuelle et le lien avec des données administratives. C'est-à-dire que ces données-là existent en Grande-Bretagne, par exemple. C'est pour ça qu'ils sortent très rapidement des résultats liés au gradient social quand il y a un choc, ou un choc sanitaire en l'occurrence,
parce qu'ils ont des données de panel, des surveys en panel, c'est-à-dire qu'ils suivent sur de très longues années des ménages, qu'ils interrogent très régulièrement. Et donc, quand ils sont face à un choc de cette ampleur, ils sont en capacité très rapidement d'avoir des informations fines sur le gradient social, du choc économique ou du choc sanitaire. Ce qui manque en France, même s'il y a eu plein d'initiatives, et je vais y revenir. Donc, tout ce que je vais vous présenter, c'est très parcellaire, lacunaire du fait de mes connaissances elles-mêmes lacunaires, et puis lacunaire du fait du manque d'informations qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Et je pense que cette question-là, qui a été abordée par Stéphanie Van Enteren ce matin et que je me permets de reprendre, est une question vraiment importante. Et il y a eu beaucoup de progrès dans la statistique publique en France sur ces questions-là, mais il reste des progrès à faire et on peut espérer qu'au moins une des retombées qui pourrait être positive de la crise sanitaire que nous vivons, c'est de réfléchir encore plus avant sur ces questions d'information sur le gradient sanitaire, les gradients sociaux des chocs sanitaires. Alors, le préalable dont je vous parlais, peut-être que vous m'avez déjà vu présenter ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, que j'aime bien présenter quand j'aborde ces questions-là. Alors, je vais vous présenter beaucoup de graphiques et de chiffres. Je vais même peut-être un peu vous saouler, mais vous aurez accès à mon diaporama et aux références si vous voulez creuser. Donc, on prendra le temps qu'il faut pendant les questions si vous voulez éclaircir certains points. Ce graphique-là, il retrace l'espérance de vie. Donc, vous avez en ordonnée l'espérance de vie et en abscisse le niveau de vie des individus mesurés en euros. Et les petits carrés, c'est ici, c'est les 5% les plus pauvres, à gauche ici, pour les hommes, et à droite, c'est les 5% les plus riches, pour les hommes et pour les femmes. Et vous avez l'évolution en fonction de la situation sur la distribution des niveaux de vie, l'espérance de vie en France. Alors, c'est quelque chose qui est reconstitué au regard des taux de mortalité observés chaque année, mais dont on ne disposait pas en France il y a encore quelques temps et dont on dispose aujourd'hui. Alors, même s'il y a un côté artificiel dans cette mesure de l'espérance de vie, puisqu'on fait l'hypothèse que les individus vont rester à la même place dans la distribution des niveaux de vie toute leur vie, c'est l'implicite derrière cette courbe, on se rend compte du très fort gradient social mesuré en termes de niveau de vie quand on le représente ainsi, puisque vous avez 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches en France. C'est évidemment un constat qu'on pourrait faire dans tous les pays, et dans tous les pays développés en particulier ressemblant à la France, mais il faut savoir qu'on est plutôt mal placé. On est plutôt mal placé par rapport aux pays du même niveau de développement économique en France. Et donc, il y a une forme c'est pour ça que je mets Sisyphe, il y a une forme quand on fait de la santé publique, notamment quand on est acteur de santé publique, comme vous le êtes et le serez la plupart d'entre vous, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que ce gradient, il est, j'ai envie de dire, inévitable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter tous les jours contre, mais il est inévitable, puisqu'on est dans des sociétés inégalitaires, qui acceptent des inégalités pour plein de raisons, mais qui souhaitent que les inégalités face à la santé soient gommées. Donc, il y a une forme de contradiction presque ancrée dans nos sociétés à vouloir complètement gommer les inégalités de santé, alors même qu'on accepte, en tous les cas, que la société démocratiquement accepte des inégalités économiques. Donc, c'était ce préalable que j'aime bien toujours faire, c'est ce côté de lutter contre l'impossible en essayant de réduire le gradient social quand on le mesure en termes de santé. Alors, sur le premier lien que je souhaitais faire entre la précarité économique et la vulnérabilité face à la Covid-19. Donc là, j'ai repris un modèle assez bien connu qui explique quels sont les différents vecteurs qui construisent les inégalités sociales de santé, et en particulier les inégalités sociales face à la Covid-19. C'est l'exposition au virus, la vulnérabilité face au virus, c'est-à-dire le risque de développer une forme grave de la maladie, et puis la prise en charge de la maladie elle-même. Donc, c'est trois grandes dimensions, trois grands vecteurs qui construisent les inégalités sociales de santé en cas de pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en France sur le gradient social ? On sait encore peu de choses, mais je vais vous présenter quelques résultats. Et le premier résultat, il est lié à la mortalité ou à la surmortalité en fonction du pays de naissance
Stéphanie en parlait ce matin. C'est un déterminant très très fort de la santé, et en particulier du risque face à la Covid-19. Et là, on a des éléments d'information solides maintenant qui ont été publiés, vous le voyez dans quelle publication de l'INSEE, des résultats solides sur la surmortalité entre 2020 et 2019 en fonction du pays de naissance. Et vous avez en jaune sur mars-avril, en gris sur l'année entière et en bleu sur septembre-décembre. Et donc, c'est tiré de l'appariement entre le CEPI-DC et des données du recensement. Et donc, vous voyez des résultats qui ont été commentés, qui ont déjà été commentés parce qu'on avait déjà des éléments d'information il y a quelques mois, qui ont été connus très très vite au Royaume-Uni. Ce n'est pas une exception française. Dans tous les pays, ce n'est pas un dysfonctionnement spécifique français, dans tous les pays, on retrouve ce type de gradient à des niveaux variables, bien entendu. Donc, vous voyez que là, il y a un gradient en fonction du pays de naissance qui est très très fort, qui est très important, puisque si je prends la barre grise, qui est sur l'année entière, vous avez à l'œil nu une surmortalité en France pour les personnes nées en France de l'ordre de 10%, et pour les personnes nées en Afrique hors Maghreb autour de 35%, entre 30 et 35%. Donc vous avez des différences de surmortalité qui sont très importantes. Alors les mécanismes, on va y revenir tout à l'heure, je ne vais pas les détailler parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation qui est le plus factuel possible, mais on va y revenir dans un instant malgré tout. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un graphique, c'est le même graphique, exactement le même graphique tiré des mêmes données. La seule différence, c'est qu'il y a une distinction qui est faite entre le type de commune. Et si vous regardez un petit peu précisément, eh bien, on se rend compte que le gradient en fonction du pays de naissance, on ne l'observe que dans les communes denses. Enfin, on l'observe principalement dans les communes denses. Donc c'est vraiment un phénomène, on va dire un phénomène de grande ville, un phénomène parisien en particulier. La surmortalité en fonction du pays de naissance, notamment la surmortalité des personnes nées en Afrique, hors Maghreb, est particulièrement liée à la densité des communes dans lesquelles ils habitent. Ce qui donne déjà des éléments d'information sur les mécanismes, sur les liens causaux. Alors là, ce tableau est absolument illisible, je vous prie de m'en excuser. Vous pourrez le regarder de près, je vais juste commenter 2-3 éléments. C'est la troisième colonne qui nous intéresse, qui nous donne le pourcentage de personnes ayant des anticorps contre la Covid, mesurés par l'enquête EPICOV. Donc ça a été mesuré au mois de... Alors je ne sais plus la date ici, mais je pense que c'est au mois de juin 2020, donc juste après la première vague. Et ça, je vous laisserai regarder de près après pour ceux qui veulent regarder ces résultats plus précisément. C'est intéressant, évidemment, c'est très ponctuel puisque c'est juste après la première vague. Donc, c'est vraiment des expositions dans le sens où on mesure précisément la réaction immunologique. Donc, on n'est pas uniquement sur des formes symptomatiques, mais également sur des formes asymptomatiques. Et si vous regardez le surpeuplement au foyer, donc c'est la dernière barre horizontale blanche, si vous regardez le surpeuplement au foyer, donc vous irez regarder la définition précise que donne l'INSEE du surpeuplement, c'est une définition très précise. Ce que vous observez et sur lequel Stéphanie Van Etteren a insisté ce matin, c'est une très très forte influence de ce qui est évidemment attendu, ce qui n'est pas une surprise. Tout ça ne sont pas forcément des surprises, mais un lien très très fort entre le surpeuplement des logements et le risque d'avoir été exposé au virus. Et on retrouve également un lien sur les quartiers prioritaires qui, eux aussi, ont une définition précise. Je vous laisserai regarder, je ne veux pas passer trop de temps sur ce tableau qui est beaucoup trop dense, mais c'est simplement pour vous montrer donc, ce lien entre les conditions de vie, puisque la précarité économique, ce n'est pas seulement le niveau de vie, mais c'est les conditions de vie, les conditions de logement, ont manifestement eu un effet absolument majeur sur l'exposition au virus. Alors, je vais passer maintenant à la notion de vulnérabilité. Alors, cette notion de vulnérabilité, comment je la définis ici? C'est la vulnérabilité, c'est le risque de développer une forme grave de la maladie. Et ici, c'est des résultats tirés des travaux de la DRES
qui évalue la vulnérabilité au regard de la liste qui avait été produite dans un décret au printemps 2020, listant l'ensemble des pathologies susceptibles ou augmentant le risque de développer une forme grave de la maladie. Et donc là, c'est simplement, je ne vais pas trop m'attarder non plus sur ce graphique parce qu'il est un peu lourd à commenter, je vais simplement regarder le niveau de vie par quintile, qui est le dernier bloc de variables en bas, et vous voyez qu'il y a un gradient social également assez net, c'est-à-dire que les personnes susceptibles de déformer, d'avoir une forme grave, de développer une forme grave de la maladie, sont évidemment, sans surprise, on va dire, plus nombreux dans le premier quintile, c'est-à-dire les personnes les plus riches, que dans le dernier quintile, c'est-à-dire les personnes les plus pauvres. Donc, je ne vais pas revenir sur le détail de ces chiffres, mais pour montrer qu'on retrouve un gradient, mais qui, bien sûr, n'a rien à voir en termes d'intensité. C'est un peu le simple intérêt de ce graphique, qui n'a rien à voir en termes d'intensité avec le gradient lié à l'âge. Le gradient lié à l'âge, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est un peu un caractère complètement exceptionnel de cette maladie, c'est l'extraordinaire gradient face à l'âge, mais on retrouve bien entendu des gradients aussi face au revenu. Alors, on a conduit des travaux pour aller un peu plus loin et pour se demander quelles étaient les personnes vulnérables, c'est-à-dire malades et susceptibles de développer une forme grave de la maladie, quelle était leur exposition en fonction de leur situation vis-à-vis du travail. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont la possibilité de télétravailler ou non. Et là, vous avez un graphique qui vous donne le pourcentage de personnes susceptibles de télétravailler ou qui télétravaillent réellement, tiré de l'enquête EPICOV. Et là aussi, vous avez des résultats qui ne sont pas surprenants, puisque si vous prenez la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure, dans l'enquête EPICOV, conduite donc au printemps dernier, les personnes déclarant télétravailler, partiellement ou exclusivement, mais elles sont 80% parmi les cadres et les professions intellectuelles supérieures, et puis vous voyez que ça tombe à moins de 10% des personnes ouvrières. Des ouvriers. Donc, vous voyez que vous avez des situations vis-à-vis de la possibilité de télétravailler qui sont extrêmement différentes. Évidemment, ce n'est pas une surprise, mais l'intérêt ici, c'est de mesurer les écarts entre les différents types de professions, et vous voyez que ces écarts sont absolument considérables. Et le travail que nous avons conduit, c'est de croiser la vulnérabilité à la maladie dans le sens risque de développer une forme grave et la possibilité de télétravailler. Et sur ce tableau, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière colonne, c'est le pourcentage de personnes vulnérables au sens susceptibles de développer une forme grave de la maladie et ne pouvant pas télétravailler. Et là, vous avez des résultats, on pourra revenir sur la méthodologie si vous m'interrogez sur cette question plus tard. Si on regarde ce tableau, eh bien là, on a des résultats qui sont tout à fait spectaculaires, puisque on voit que les professions libérales, les cadres, sont particulièrement protégés, d'une part parce que leur situation sanitaire, leur état de santé est meilleur, d'une part, et d'autre part parce qu'ils ont une possibilité de télétravail. Et quand vous regardez la situation des ouvriers, elle est évidemment diamétralement opposée. Donc là, on a des mécanismes sous-jacents aux résultats qu'on pourrait obtenir et qu'on va certainement bientôt obtenir sur les gradients de mortalité en fonction de la profession. Il est certain que c'est lié d'une part à la vulnérabilité à la maladie et d'autre part, c'est lié aux possibilités de télétravailler. On n'a encore pas de résultats, enfin à ma connaissance, il y a des résultats parcellaires, mais pas de résultats globaux sur la surmortalité par profession. Mais on va sans doute obtenir des résultats qui sont aussi malheureusement assez forts. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que toutes ces statistiques sont tirées d'enquêtes nationales ou de données administratives, donc qui laissent de côté les personnes les plus précaires, qui échappent à la statistique publique, et en particulier les migrants sans papier. Et donc là, je vous fais part de quelques résultats tirés d'une enquête que nous avons
conduite, une enquête quantitative que nous avons conduite auprès des migrants sans papier à Paris et à Bordeaux, simplement pour vous montrer l'exposition aussi forte de ces populations à la Covid-19. Et ici, vous avez un résultat concernant les types de métiers exercés par les personnes travaillant dans l'enquête. Toutes les personnes ne travaillaient pas dans l'enquête, mais parmi les personnes que nous avons interrogées, les migrants sans papier que nous avons interrogés à Paris et à Bordeaux qui travaillaient, eh bien, là aussi, sans surprise, nous voyons que ces personnes-là, pour une grande majorité d'entre elles, ont travaillé dans des métiers, des secteurs d'activité qui sont restés ouverts pour la plupart pendant le premier confinement. Donc, simplement pour illustrer l'exposition de cette population, en tous les cas de cette population qui travaille, qui travaillent parce qu'ils ont dû continuer à travailler parce qu'exerçant des métiers dans des secteurs d'activité qui n'ont pas fermé pendant le premier confinement. D'autres résultats sur les migrants sans papier concernant leur état de santé. Alors là aussi, c'est des états de santé déclarés que nous avons confrontés aux facteurs de risque connus de développer une forme grave de la maladie. Donc vous avez une différenciation entre les hommes et les femmes. Là, on a des résultats beaucoup plus, on va dire, contrastés sur la surexposition, la survulnérabilité de ces populations-là. Donc, en rouge, vous avez, en bleu ici, c'est les indices. Quand c'est inférieur à 0, ça veut dire que les personnes sans papier sont moins exposées que la population générale contrôlée de l'âge et du sexe. Et quand c'est supérieur à 1, c'est qu'ils sont plus exposés que la population générale contrôlée par l'âge et le sexe. Et donc, on voit que c'est assez contrasté. On n'a pas une population, c'est moins vrai pour les femmes, mais c'est assez vrai pour les hommes. On n'a pas nécessairement une population qui est plus exposée en termes d'état de santé que la population générale. Le résultat est en revanche plus défavorable pour les femmes, notamment du fait de la prévalence importante de l'obésité. Donc voilà, je vous ai présenté ce travail pour montrer qu'il est possible d'avoir des éléments d'information quantitatifs, représentatifs. Alors ici, je ne l'ai pas dit, mais c'est une enquête qui a été conduite dans des structures d'aide publiques ou associatives, donc c'est représentatif des populations migrantes sans papier fréquentant ces structures d'aide. Ce n'est pas représentatif, bien entendu, de l'ensemble de cette population, mais il est possible quand même, et c'était un peu l'objectif de ce travail, d'avoir des informations plus précises permettant de guider ou de motiver certaines interventions de santé publique vis-à-vis de ces populations, notamment en période de crise sanitaire. Alors, je voulais maintenant passer, même s'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps, je voulais passer à la deuxième partie de mon exposé, qui vous intéresse sans doute, c'est la vulnérabilité au choc économique occasionné par la crise sanitaire. Alors là aussi, les éléments d'information restent parcellaires. Je vais en donner quelques-uns, mais ils restent parcellaires. Alors là, vous voyez ici, c'est un petit graphique reprenant le graphique précédent, expliquant les mécanismes possibles d'inégalité qui font suite à l'épidémie, qui ne sont pas directement liés à l'épidémie, mais qui sont corrélés à l'épidémie, c'est-à-dire le recours aux soins, on en a parlé ce matin, l'isolement et le choc économique. Et je vais me concentrer sur le premier vecteur qui est le choc économique, je viens de le dire. Donc, on manque d'informations, mais je vais vous en donner quelques-unes pour avoir des éléments d'information. Alors, vous avez sans doute des remontées, chacun dans vos activités, vous avez sans doute des remontées, des observations directes de terrain. Là, ce que je vais vous donner encore, et on pourra en discuter, c'est ce qu'on peut observer du haut de la statistique publique, avec toutes les limites de ce regard du haut de la situation économique et de l'impact de la crise sanitaire sur cette situation économique. Ce que je voulais commencer à dire, et qui a été repris dans les journaux aujourd'hui même suite à un rapport de l'Observatoire des inégalités, c'est qu'on peut quand même, en dépit de la situation et des populations qui ont fortement souffert, on peut malgré tout globalement se satisfaire de la réaction de notre système de protection sociale, puisque en gros le produit intérieur brut a reculé en 2020 entre 8 et 9%, c'est-à-dire que la production de richesse
a diminué de 8 à 9% en 2020 et les revenus des ménages ont seulement baissé de 0,4 ou de 0,6% en fonction des sources. C'est-à-dire que le choc économique en termes de niveau de vie, alors je parle en moyenne, on va regarder dans le détail dans un instant, mais que le choc économique en termes de niveau de vie des ménages a été très largement absorbé, jusqu'ici. So far, comme disent les Britanniques, jusqu'ici, ça a été largement observé. Et donc, il faut quand même se féliciter de la réactivité de nos systèmes de protection sociale et plus largement de notre système de régulation économique qui a quand même très, très fortement absorbé le choc. Je dis ça parce qu'on est souvent, et c'est un peu notre rôle à tous ici d'être critiques, des observateurs critiques de la réalité, mais il faut aussi savoir de temps en temps regarder les choses en face et se féliciter de ce qui peut marcher. Alors maintenant, si on regarde un peu plus en détail, alors c'est encore des résultats de l'enquête EPICOV, qui était une enquête qui a été pilotée par l'INSERM et l'adresse, sur lequel je me base pas mal. Je vais donner d'autres résultats plus récents. Ici, c'est des résultats qui sont uniquement liés au premier confinement. Et ici, vous avez des déclarations de dégradation de la situation financière en fonction du décile de niveau de vie, le premier décile étant les 10% les plus pauvres et le dernier décile les 10% les plus riches. Et vous avez le pourcentage de personnes ayant répondu voir leur situation financière se dégrader pendant le confinement. Bon. Sans surprise, ici aussi, on a un gradient social qui est assez fort, avec un pourcentage important, 35% des personnes du premier décile déclarant que leur situation financière s'est dégradée pendant le premier confinement. Mais on peut aussi dire qu'il y a 2/3 des personnes les plus pauvres en France qui n'ont pas vu leur situation financière se dégrader pendant le premier confinement. Et dans bien des pays, on ne serait pas à 2/3. Donc, là aussi, il faut regarder les choses des deux côtés. Passage par le chômage partiel, évidemment, c'est corrélé. Le passage par le chômage partiel est beaucoup plus fréquent chez les ouvriers, toujours pendant le premier confinement ici, a été beaucoup plus fréquent chez les ouvriers que chez les cadres, ce qui explique la dégradation financière, puisque le chômage partiel se traduit à minima par une réduction du revenu de 15%. Et 15% quand on est au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, c'est évidemment beaucoup. Donc le chômage partiel n'est pas complètement neutre, bien entendu, pour le niveau de vie des personnes en chômage partiel. On a parlé un peu des jeunes ce matin et on a bien fait d'en parler, même si c'était les étudiants. Les fins de contrat, les contrats qui n'ont pas été renouvelés pendant ou après le premier confinement, eh bien entendu, sont beaucoup plus fréquents chez les jeunes, ce qui n'est pas une surprise, puisque les contrats courts sont fortement concentrés en France chez les moins de 30 ans. Donc on retrouve ce résultat, bien entendu. Ceux qui ont vu leur contrat non renouvelé pendant et après le confinement, interrompus et non renouvelés pendant et après le confinement, sont essentiellement les plus jeunes. Donc là aussi, c'est une alerte, mais tout le monde a cette alerte en tête. Et je voulais vous présenter, pour finir, je galope un peu, je vous prie de m'en excuser, je voulais vous présenter, pour finir, des résultats tout récents de l'INSEE sur l'évolution, vous voyez, du nombre de personnes au RSA, qui est un indicateur évidemment important de l'évolution de la précarité, de la grande précarité économique. Donc vous voyez qu'on a eu une augmentation, là encore malheureusement sans surprise, forte du nombre de personnes bénéficiant du RSA, donc une augmentation de 100 000 personnes, un peu plus de 100 000 personnes, pendant l'année 2020, avec, semble-t-il, en tous les cas jusqu'en janvier 2021, une stabilisation. Donc là encore, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une explosion, mais c'est une augmentation nette. Et ici, des travaux de l'INSEE qui font état d'une déclaration de baisse du revenu entre le premier trimestre 2021 par rapport à mars 2020, en fonction là aussi des quintiles de niveau de vie. À gauche, on a le quintile des plus pauvres et à droite, le quintile des plus riches, avec le pourcentage de personnes déclarant. Vous voyez que c'est assez conforme à l'autre source de données. C'est plutôt rassurant de croiser les données. Et en rouge, vous avez l'intensité
de la baisse du revenu, l'intensité moyenne dans chaque quintile de la baisse. Donc là aussi, on retrouve un gradient. Donc les personnes qui ont le plus souffert économiquement jusqu'à présent sont les personnes du premier et du deuxième quintile, indiscutablement. Donc la vigilance sur la situation économique et les implications d'une dégradation de la situation économique, notamment en termes de santé publique, eh bien, cette vigilance doit être forte. Malgré tout, vous voyez que les baisses sont non négligeables, hein, puisque une dégradation de moyenne de moins 8% quand on a des revenus faibles, c'est beaucoup. Mais on voit que notre système de protection sociale a malgré tout amorti le choc. Jusqu'à présent, a amorti le choc. Il va falloir maintenant observer quand les aides vont progressivement disparaître, sous l'hypothèse que nous avons passé le plus dur de la pandémie. Il va falloir évidemment regarder de près quelles sont les conséquences à moyen terme, hein, de la sortie de crise sanitaire et des implications sur l'activité économique et sur les situations économiques des plus pauvres en France. Mais pour l'instant, donc, on observe ce qu'on attendait malheureusement, une dégradation, mais pour l'instant, c'est relativement contenu, en tous les cas au regard de la statistique publique. Je ne parle pas des personnes qui échappent au radar, hein, puisque ici, elles ne sont pas du tout prises en compte. Voilà, j'ai été très, très rapide avec beaucoup d'informations. Je vous prie de m'en excuser, mais on peut y revenir et vous pourrez y revenir si vous le souhaitez en vous référant aux différentes références. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Non, tu es parfait. 30 minutes. La commande est complètement respectée et ça nous laisse beaucoup de temps pour discuter. Il n'y a pas de questions encore qui soient posées là sur notre chat. Mais j'ai senti un frisson dans la salle quand tu as dit la société accepte les ISS. Donc, en attendant qu'il y ait des questions qui émergent, je ne crois pas qu'on soit très nombreux à l'accepter dans la salle. Est-ce que tu peux commenter là-dessus pour Oui, c'était volontairement un petit peu provocateur. Je dis qu'on est simplement en démocratie et que donc la situation des inégalités, d'une certaine façon, elle est le résultat de choix politiques et de choix politiques qui sont validés par la majorité de notre population. Donc, en ce sens, si on se veut être démocrate, c'est que d'une certaine façon, la situation des inégalités économiques en France, qui est, je ne l'ai pas dit, hein, mais qui est une situation d'inégalité, on va dire, dans la moyenne des pays nous ressemblant en Europe. Hein. Je ne parle pas des États-Unis ou du Japon, mais des pays développés nous ressemblant en Europe, on va dire, on a une situation un peu médiane, hein, on va dire médiane en termes d'inégalité économique, pas plus forte que la moyenne, pas moins forte que la moyenne, plus forte que dans les pays du Nord, et plus faible qu'en Grande-Bretagne, et plus faible qu'en Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne a des inégalités économiques de niveau de vie plus fortes que nous aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que cette situation-là, d'une certaine façon, ces inégalités économiques, alors je ne veux pas dire la grande précarité, hein, tout le monde est évidemment absolument horrifié par la grande précarité, hein, mais je parle des inégalités économiques de la statistique publique, hein, des personnes insérées, elle est d'une certaine façon, oui, elle est d'une certaine façon acceptée entre guillemets. En tous les cas, c'est un état de fait et que donc le lien entre ces inégalités économiques et la situation sanitaire des individus, c'est là, je pense que la grande majorité des Français trouvent que c'est absolument injuste. Et donc, il faut lutter contre et on est là pour ça, d'une certaine façon. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une situation de fait, hein, et que cette situation de fait, eh bien, il faut faire avec, d'une certaine façon. C'est ce que je voulais dire. On ne va pas multiplier le SMIC par 2 demain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je crois que ton topo, il éclaire quand même considérablement ce qu'on discute de façon subjective et c'est quand même très important effectivement d'avoir ces données quantitatives, même si ça manque de qualitatif, évidemment. On en a longuement parlé ce matin avec Stéphanie. On a le sentiment, d'après ce que tu… Oui, il y a une question, mais donc j'enchaîne sur la mienne et puis on va revenir aux questions du chat. On a quand même l'impression, d'après ce que tu montres, que c'est évidemment les plus précaires qui payent le plus lourd tribut quand même à l'épidémie et que, en
finalement, tu nous dis, ce que j'avais commenté un peu de la lecture du Monde ce matin, c'est qu'il n'y a peut-être pas plus d'inégalités en quantité, mais qualitativement, ça se creuse encore pour ceux qui étaient déjà en situation défavorisée. Exact. Oui, alors, alors ce que je vais vous dire deux choses. Deux choses, le gradient social pour le Covid-19, les conséquences du Covid-19 sont extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'on a des premiers éléments d'information et qui démontrent un gradient social extrêmement fort. J'ai montré les premiers sur la mortalité et le pays de naissance. C'est quand même un gradient social absolument spectaculaire, très très spectaculaire. Et on va certainement le retrouver pour d'autres dimensions du gradient social, le revenu, la catégorie socio-professionnelle. On va retrouver ces gradients, même si on n'a pas encore des résultats complètement robustes à ce jour. Donc oui, en termes de sanitaire, le gradient social est très fort. Il semble être très fort un peu partout. Ce n'est pas pour minimiser la situation française, loin de là, mais il semble être très très fort également en Grande-Bretagne. Il semble être encore plus fort aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a la surmortalité est très concentrée. La surmortalité est très concentrée parmi les populations les plus précaires. Alors pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'informations pour être plus fin. J'espère qu'on pourra l'être, on devrait l'être plus assez prochainement. Mais oui. Donc là, de ce point de vue-là, le tribut payé est très cher pour les populations les plus précaires. Reste à définir la précarité. Ici, on a dit pays de naissance, mais évidemment, ce n'est pas une mesure de précarité. C'est certainement lié et corrélé à la précarité, mais ce n'est pas une mesure de précarité. Il va falloir aller plus fin. Il y a déjà des travaux, il y en aura d'autres qui vont montrer ce fort gradient social. Et il y aura sans doute des enseignements à tirer. Ils ont déjà été tirés. Il y a eu les interventions de ce matin montrent bien que les enseignements ont déjà été tirés, mais il y aura certainement d'autres enseignements à tirer de cet impact. Ce que je dis après, c'est l'impact économique tel qu'on peut le mesurer par la statistique publique, parce que là, on n'a que ça pour l'instant. On n'a que ça. Il y a plein de remontées des associations, des remontées qui ont leur part de vérité. Mais si on prend la statistique publique, c'est-à-dire si on ne prend pas la grande précarité, il y a un effet très net de dégradation de la situation des plus pauvres, mais ce n'est pas un effet d'ampleur considérable au regard du choc économique. Moins 8% de PIB, pour un économiste, il faut savoir qu'il faut remonter en 1929. Si je mets la guerre de 39-45 à côté, évidemment, de côté, hors période de guerre, il faut remonter à 1929 pour remonter. C'est des chocs économiques qui sont absolument considérables, absolument considérables. Et ce que je dis simplement, c'est que, au regard de l'ampleur du choc, la dégradation de la situation économique des plus précaires, en tous les cas ceux qu'on peut observer dans la statistique publique, est moindre que ce qu'on aurait pu craindre. Voilà. Elle est réelle, elle est effective, mais elle est apparemment moindre que ce qu'on aurait pu craindre. C'est ça que je veux dire, et c'est pour ça que je disais, il faut quand même se dire que la réaction de notre système de protection sociale et de la régulation économique a eu un effet. Voilà. Il y a eu un effet favorable. C'est simplement ça que je veux dire. Je ne veux pas du tout minimiser la situation, mais je veux essayer d'essayer de montrer que l'ampleur du choc, et si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis en termes de dégradation du niveau de vie des plus pauvres, en tous les cas les mois concernés, parce que ça évolue très vite aux États-Unis, mais c'est des chocs absolument énormes, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent à la rue au bout d'un mois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, mais rien d'autre. Alors, une question sur le chat, là, c'est quel levier pouvez-vous identifier pour agir sur le gradient social? Alors, non, mais ce que ça montre simplement, au-delà des mécanismes qu'on a vus de surpeuplement des logements, voilà, surpeuplement des logements, c'est sans doute, et ça va ressortir je pense beaucoup dans tous les travaux qui vont sortir, ça a été un vecteur de diffusion du virus majeur, absolument majeur. Donc ça, c'est une question pour la politique du logement, ça fait aucun doute. Après, il y a toutes les interventions ciblées de santé publique dont on a parlé ce matin, mais je ne suis pas le meilleur spécialiste pour parler de ça. C'est évidemment, il faut avoir des interventions de santé publique ciblées, réactives, et ça a été largement le cas malgré tout. Ça a été majoritairement le cas. Après, ce que je dis toujours, c'est que si on veut moins d'inégalités de santé, il faut moins d'inégalités de niveau de vie.
Y a pas de, on peut lutter et il faut lutter, mais voilà, c'est la situation économique et sociale, hein, c'est les inégalités économiques et sociales qui génèrent pour partie, ou pour bonne partie, les inégalités sociales, les inégalités sociales de santé. Pardon. Donc, j'ai envie de dire, il faut redistribuer les richesses et les situations, et les avantages sociaux, comme on dit. Je vois Emmanuel Langlois qui s'est connecté peut-être, qui a un commentaire ou une question. Bonjour. Bonjour. Merci Jérôme pour tous ces tableaux. On va regarder plus précisément après. Moi, j'ai deux petites questions qui vont un peu dans le sens de ce qui a été évoqué. La première question, c'est sur effectivement les inégalités. Je pense que les sociologues sont d'accord avec les économistes. C'est vrai que c'est dur à entendre, mais on est dans des sociétés qui sont fondées, basées, structurées par un système inégalitaire qui se perdure dans le temps. La question qui se pose, c'est effectivement, on considère qu'il y a des inégalités justes, voilà, et donc les inégalités sociales, beaucoup d'entre elles sont perçues comme justes. On considère que c'est normal de payer plus des gens qui ont des diplômes, de payer plus des gens qui ont de l'ancienneté, on considère qu'il est normal de protéger le patrimoine des gens qui ont travaillé toute leur vie. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on considère que globalement, effectivement, il y a une sorte de consensus culturel, politique, pour dire que nous vivons dans des sociétés où on accepte totalement le fait qu'il y ait des inégalités. Voilà. Alors, ce sont des inégalités sociales. Alors, la caractéristique des inégalités de santé, justement, c'est que c'est un petit peu se mettre de plus en plus en porte-à-faux par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on tolère de moins en moins, sans doute, les inégalités de santé, parce qu'effectivement, la santé est en train de changer change depuis un certain temps de dimension. Ça devient un droit quasiment naturel, et donc, à partir de là, ça devient assez inacceptable. Donc, quand on regarde la situation des précaires, on est un peu coincé quelque part. On est un peu dans un entre-deux, parce que d'un côté, on voit très bien qu'il y a des très fortes inégalités sociales, et puis des inégalités de santé qui nous paraissent, le destin pathologique paraît complètement inacceptable. Donc, on est un peu dans des situations, l'approche de ces phénomènes est toujours un peu compliquée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était, alors évidemment, quand on regarde la situation spécifique des plus précaires, évidemment, il y a toujours de quoi se désespérer. Mais alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis aussi un petit peu... on peut évaluer les impacts de la crise sur l'état de santé, etc. Je trouve qu'on oublie aussi peut-être qu'on fait moins aussi, d'évaluer les effets de des interventions sociales sur les plus précaires. Au fond, en gros, on oublie très vite d'évaluer la performance, en gros, pour dire les choses rapidement, la performance de l'État-providence en situation de crise, et en particulier sur les plus précaires. Parce que quand on prend un peu de distance historique, comme tu l'as fait, etc., tout à l'heure, par exemple avec la crise de 29, etc., ou même la guerre, etc., et quand on fait évidemment des comparaisons internationales, bon, c'est pas qu'il faut tout va très bien, Madame la Marquise, mais quand même, c'est aussi un autre aspect de la réalité qu'il faut aussi tenir compte. Et on s'aperçoit que dans cette performance de l'État-providence, les interventions en santé sont de plus en plus un outil privilégié pour mener ces interventions et pour que l'État-providence, comme tu le disais tout à l'heure, agisse et réduise des situations, pour le coup, d'inégalité qui nous paraissent insupportables du point de vue culturel et politique. Voilà. Ouais. Merci Emmanuel. Donc, je te suis complètement. Ce que je voulais juste rajouter sur le caractère légitime des inégalités économiques et sociales et illégitimes des inégalités de santé, c'est que je pense que c'est une constante européenne, évidemment avec des variantes, mais pour ceux qui suivent un peu l'actualité américaine, ce n'est pas forcément le cas. Hein. C'est-à-dire que pour une bonne partie de l'opinion américaine, les inégalités d'accès aux soins, de recours aux soins, d'état de santé sont parfaitement légitimes.
C'est-à-dire qu'elles sont liées à sa situation économique et sociale, et sa situation économique et sociale, on se la doit. On a ce qu'on mérite, en gros. Et si on n'a pas les ressources nécessaires pour bien se faire soigner, si on ne fait pas les efforts nécessaires pour diminuer ses risques, c'est la vie. Donc, le caractère illégitime des inégalités de santé, de recours aux soins, d'accès aux soins, et je m'en réjouis, mais c'est européen. Voilà. C'est européen, c'est pas partagé dans le monde entier. Il faut l'avoir en tête. Alors, évidemment, c'est pas toute l'opinion américaine qui trouve ça légitime, mais c'est une part non négligeable. Je ne veux pas dire majoritaire, mais non négligeable de l'opinion américaine qui ne s'offusquerait pas de ces inégalités d'état de santé. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et bon, Emmanuel a dit les choses beaucoup mieux que moi. Le caractère légitime perçu comme tel par une partie importante de la population en France des inégalités économiques et sociales rentre un peu en contradiction avec en conflit, en tous les cas, d'une certaine façon, avec le fait qu'on juge illégitimes les inégalités, très largement illégitimes, les inégalités d'état de santé. Voilà. Et Emmanuel a très bien dit ce que je voulais dire de manière très, très, très claire. Voilà. Alors, il y a 2 commentaires sur le chat. C'est effectivement la difficulté d'évaluer la perte de revenus complémentaires dans ces évaluations, j'imagine, de niveau de vie. Là, je crois que c'est un commentaire tout à fait juste. Et le deuxième, c'est que vous avez montré que plus le diplôme est élevé, plus le diplôme élevé est important et la proportion de résultats positifs, ELISA également, alors que le télétravail est plus répandu chez les cadres et les diplômés de manière générale. Oui, alors effectivement, alors ça, je ne serais pas le mieux placé pour y répondre, mais ça, il faut rappeler que ce tableau-là, un peu illisible, parce que beaucoup trop dense, que je vous ai présenté, sont des résultats. Je peux peut-être le partager? Oui, si tu as accès. Ça me donnera l'occasion de... Parce qu'évidemment, j'ai voulu montrer trop de choses. Donc, voilà. Il est passé là. Donc, dans ce tableau-là, donc c'est un test, vous l'avez compris, de mesurant, évaluant la présence d'anticorps chez les personnes interrogées. C'est l'enquête EPICOV qui a été menée. C'est un exploit, cette enquête EPICOV, qui a été menée extrêmement rapidement, très rapidement, et qui a permis d'avoir des éléments d'information très rapides. Et on va en avoir de nouveau, puisqu'il y a une deuxième vague qui est en cours de traitement. Et ici, effectivement, cette troisième colonne, c'est le pourcentage de personnes ayant été exposées au virus au regard de ce test dans l'enquête EPICOV. Et donc, je n'ai pas parlé du surpeuplement tout à l'heure et du lieu d'habitation, mais il y a d'autres résultats et des résultats moins naturels, et notamment c'est celui-là. Donc, je vois que, bien que je sois allé très vite, il y avait des gens très attentifs qui ont vu effectivement qu'il y a d'une certaine façon un gradient inversé. J'imagine que c'est le sens de la question, une forme de gradient inversé, puisque c'est les personnes les plus diplômées qui ont été le plus exposées. Alors oui, ça a été une des particularités du premier confinement. C'est une exposition plus importante des personnes diplômées. Alors, c'est plus du tout vrai, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est plus du tout vrai dans la suite de l'épidémie, mais au début de l'épidémie, il y a eu cette situation inversée, mais il faut voir que la majorité des expositions étaient avant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été exposées avant le confinement, donc avant de télétravailler. Puisque vous savez que c'est monté en flèche, c'est monté en flèche, mais si c'est monté en flèche au début du confinement, c'est que le virus circulait déjà beaucoup les 15 jours, 3 semaines avant le confinement. Donc ça, c'est les 15 jours, 3 semaines avant, et c'est la vie sociale privée et au travail qui explique ce résultat, même s'il mériterait d'être creusé, et j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà creusé ça. De la même façon, on retrouve un peu ça sur le niveau de vie. On ne retrouve pas du tout de gradient sur le niveau de vie pendant le premier confinement, après le premier confinement, juste à la fin du premier confinement. En termes d'exposition, on ne retrouve pas. Mais il faut avoir en tête qu'une bonne partie de l'exposition au virus s'est faite avant le confinement, donc avant toute mesure de restriction, ce qui explique très certainement, puisque les résultats se sont complètement inversés, à ma connaissance, depuis. On voit aussi sur ce tableau, puisqu'on y est, on voit aussi la surexposition des personnels soignants, ce qui
évidemment pas une surprise et la sous-exposition des personnes ne travaillant pas, non actifs et non occupés. C'est bizarrement écrit là. Ce n'est pas non actif et occupé, c'est un oxymore particulier. Non, c'est les personnes ne travaillant pas. Donc on voit que c'est vraiment la vie sociale. C'est la vie sociale qui expose. La vie sociale qui expose, qui a beaucoup exposé en tous les cas pendant le premier confinement. Merci Jérôme. Un autre commentaire, c'est de Zaboub, c'est au vu du glissement des gestions économiques du système de santé en France, au niveau hospitalier notamment, ne pensez-vous pas que nous allons légitimer cette inégalité de santé également? Oula, c'est une question qui nous mène. Oui, c'est l'hôpital et ouais, qui nous mènerait très très loin. C'est l'accès aux soins, finalement. Oui, j'ai bien compris. Est-ce que l'accès aux soins des populations précaires s'est détérioré, se détériore en France depuis quelques années? Moi, je n'ai pas d'éléments factuels là-dessus. Je ne parle pas des passes, je ne parle pas des personnes sans papier, qui n'ont pas de papier de sécu. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Si je parle des personnes qui ont un accès à l'assurance maladie, d'avoir un gradient de recours aux soins, d'accès, une dégradation, il y a un gradient évidemment, mais une dégradation de ce gradient ces dernières années. Je ne connais pas de travaux le montrant, mais vous avez sans doute, vous avez sans doute des expériences qui vous permettent d'avancer cette hypothèse-là, mais pour moi, ça reste à ce jour une hypothèse. Je n'ai pas de travaux montrant, en tête en tous les cas, je n'ai pas de travaux montrant cette dégradation. Je ne dis pas la réalité du gradient est évidente, mais de dégradation, j'ai pas de. Mais bon, je serais prêt à m'intéresser à cette hypothèse. Tout en reconnaissant parfaitement les efforts en termes de politique sociale, nous pouvons également considérer cela comme une normalité si le caractère illégitime des inégalités de santé est acté par la majorité. C'est ça. C'est peut-être la conclusion de… C'est un paradoxe en démocratie, mais il y en a plein d'autres. Mais bon, notre système de protection sociale, il est très imparfait, mais vous en faites partie et vous en ferez partie. Notre système de protection sociale, il est pour relever ce défi. C'est-à-dire, il y a des inégalités économiques qui sont presque, on va dire, d'une certaine façon inévitables, et il faut s'organiser du mieux possible pour qu'elle ait le moins d'impact possible sur le gradient sanitaire. C'est un peu la grandeur des objectifs de notre système de protection sociale, même s'il n'y arrive que très imparfaitement. Il y a clairement, effectivement, des questions qui émergent de cette crise et qui vont impacter, on imagine, les bulletins de vote qui vont circuler dans les prochains mois et dans l'année à venir. Mais c'est là, effectivement, où on peut avoir un impact. C'est une décision qui est politique. On l'a oublié un petit peu là, ces derniers temps, tant les scientifiques avaient peut-être la parole, mais enfin, il y a quelques politiques qui ont bien rappelé que la décision, elle était politique et elle n'était pas que scientifique comme on pensait au début de cette pandémie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Merci. Il y a des merci en tout cas. Jérôme. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On a 3 minutes. Ça n'a pas l'air. Donc, écoute, on va te remercier beaucoup. Ça fait les choses, en tout cas, de façon très formelle avec ces chiffres. Est-ce que tu sais si Epicov, juste un dernier commentaire, va être renouvelé, va être reproduite pour… Il y a eu un deuxième passage d'Epicov à l'automne, et je pense qu'il y a encore un troisième passage. Oui, je crois que ça a été… Mais là, je ne sais pas si Stéphanie est là, mais Stéphanie doit savoir ça, mais je pense qu'il y a une troisième vague. Il y a eu une deuxième vague qui est en cours de… Voilà, les papiers vont sortir, je crois qu'ils ne sont pas encore vraiment sortis. Et je crois qu'il y a une troisième vague, oui, de mémoire. Ça va être répété pour avoir effectivement la photo un peu longitudinale aussi. Oui, et pour juste un dernier mot, d'abord je vous remercie tous de m'avoir supporté, d'avoir supporté l'ensemble de ces chiffres, mais ça souligne bien notre un peu trou dans la raquette dans la statistique publique, de ne pas être en capacité de lier finement, étroitement la situation économique et sociale et l'état de santé. Donc
Epikov, ça a été fait voilà, comme ça, du jour au lendemain, et c'est vraiment un exploit d'avoir réussi à faire ça. Mais sans ça, on n'avait vraiment rien immédiatement, quoi. Donc, Mais on a quelques minutes là, donc je rebondis et Emmanuel est là sur le plan et c'est très bien. Mais nos trous dans la raquette qui ont déjà été abordés avec Stéphanie ce matin, il y a un autre système de protection qui est la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, qui est probablement un peu moins filtrante, comme tu l'as évoqué, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays où l'accès à ce type d'information est beaucoup plus facile. Donc, on est là aussi dans une décision qui est un peu politique et des libertés publiques. Donc, oui, là aussi, on est sur un dilemme absolu. Hein, c'est-à-dire que si on veut protéger les gens, on ne saura plus rien. C'est ça. Voilà, donc et on comprend bien pourquoi on veut protéger leur vie privée. Donc, c'est un peu une quadrature du cercle, mais auquel on est, nous, chercheurs, confrontés un peu presque tous les jours. On est confrontés tous les jours là-dedans, mais je le dis volontairement puisqu'on travaille ensemble sur des thématiques de cet ordre. Donc, ce n'est pas une volonté réelle que de cacher ces données, c'est aussi une protection de l'individu, mais en protégeant effectivement, comme tu le dis, l'individu, on n'a pas accès à ces informations. Alors, où mettre le curseur? C'est là où la décision devient politique, hein, et elle n'est plus une décision qui est une décision scientifique, je pense. Et puis j'ai envie de dire que c'est bien parce que nous on irait trop loin, hein, donc c'est bien qu'il y ait des politiques qui prennent la décision. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde avait perçu, hein, parce qu'on parle de manque d'information, mais le manque d'information, hein, quand on s'est fadé des demandes de CNIL répétées, quand on a fait 2, 3, 5, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Hein, donc, et en même temps, je ne peux pas ne pas la défendre, effectivement, parce qu'elle va nous protéger au titre de l'individu. Je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus, Emmanuel, ou d'autres. On pourrait peut-être le reprendre au moment du débat final. Je pense que c'est un point sensible et important. Donc, on le reprend tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Il faut respecter l'heure parce qu'il y a Maître Horloger qui est présent. Time out. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jérôme. Merci encore. Bon après-midi et on peut applaudir.